Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. L'Espagne vient d'interdire la chasse au loup sur son territoire et dans le même temps, en France, les détracteurs du loup se déchaînent une fois de plus, pourrais-je dire. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour Natacha. Pierre, vous êtes naturaliste et puis vous êtes aussi auteur d'un ouvrage dédié au loup qui s'intitule « Loup, un mythe vivant ». Depuis quand les loups ont-ils fait leur retour en France pour qu'on repositionne un petit peu le contexte ? C'était à la fin des années 1980, début des années 1990. Alors on a la date officielle des premiers loups officiellement observés, mais enfin ça n'a pas grande valeur, sachant que quelques loups sûrement ont pu passer la frontière italienne, puisque c'est par là qu'ils sont arrivés, sans se faire repérer par les humains. Mais en gros, c'est cette période-là, donc ça fait déjà un petit moment, il n'y a rien de nouveau. Vous faites bien d'ailleurs de le préciser, ce n'étaient pas des relâchés de loups qui expliquent la reconquête de notre territoire par cet animal, mais bien une reconquête naturelle, spontanée. Oui, c'est parce que les Italiens, ils n'avaient pas fait comme nous, ils ont eu la bonne idée de protéger l'espèce avant qu'elle ne disparaisse totalement de leur pays. Donc, alors que les loups, en tout cas que population reproductrice, il n'y avait plus de loups depuis les années 1920 et 1930 en France, bien côté italien, eux, alors qu'il restait à peu près une centaine de loups environ dans les années 1970, ils ont protégé l'espèce, ce qui a permis à ce qu'elle regagne un peu du terrain, parce qu'en fait, avec les loups, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas faire grand-chose, il suffit d'arrêter de trop les flinguer, si on peut dire, et peu à peu, les populations reviennent. Et donc, les loups italiens, après quelques années à se reconstruire, si on peut dire, sont arrivés côté français, dans le massif du Mercantour, simplement en traversant la frontière qui est pour eux évidemment pas grand-chose, puisque c'est juste des massifs de montagne et de la forêt. Donc ils sont arrivés tout à fait naturellement, en effet. Aujourd'hui, il y aurait à peu près combien de loups sur notre territoire ? Alors, selon les estimations officielles de l'Office français pour la biodiversité, c'est environ 620 loups. Mais alors, c'est une estimation puisque c'est plus ou moins 200. Donc, ils disent entre 400 et 800 loups. Parce qu'en fait, alors, bon, évidemment, ça peut paraître bizarre, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas compter les loups individuellement. Ils sont tellement difficiles à voir. Donc, il y a tout un tas de techniques de détection indirecte qui mêlent l'ADN, les traces dans la neige et autres qui font que les autorités, en fait, ont la seule méthode standard qui est déployée au niveau national, qui peut être critiquée, on entend dire, par des éleveurs ou des chasseurs. En fait, il y en a beaucoup plus. D'autres disent, en fait, il y en a beaucoup moins. Bon, en fait, on ne sait pas exactement, donc on est bien obligé de se référer au seul chiffre disponible, qui est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est en fait la seule disponible. Voilà, donc quelques centaines de loups. Vous qui suivez bien sûr de près toute l'actualité de la faune sauvage en France et en Europe, comment expliquez-vous cette situation qui est très différente en Espagne, puisque l'Espagne, je le disais en introduction, vient d'interdire la chasse au loup, avec peut-être une volonté de laisser plus de place à cet animal sur son territoire ? Oui, sachant que les loups en Espagne, eh bien, c'est un peu comme en Italie, ils n'avaient jamais disparu. Et par contre, ce qui est différent, c'est qu'en fait, les Espagnols ont chassé les loups. La chasse aux loups était autorisée pendant longtemps en Espagne, en tout cas dans la majeure partie de la zone de présence ibérique des loups. Contrairement à l'Italie qui a protégé les loups, les Espagnols ont continué à les chasser, mais il en restait suffisamment pour que l'espèce disparaisse pas. Et finalement, il y a en fait beaucoup plus de loups en Espagne qu'en France. Et alors, je n'explique pas la raison politique qui a fait que le loup vient d'être classé, enfin en tout cas la chasse au loup vient d'être interdite en Espagne. D'ailleurs, il faudra quand même suivre ça de près parce que, vous savez, il suffit pas de dire la chasse est interdite. On connaît la facilité qu'ont souvent les autorités. En France aussi d'ailleurs, la chasse au loup est interdite. Et oui, c'est tout le paradoxe, c'est qu'en fait la chasse est interdite parce que l'espèce est protégée, mais en fait on a mais le tir est autorisé, c'est ça. C'est ça, c'est un régime dérogatoire. C'est-à-dire, on dit l'espèce est protégée, mais on va pouvoir autoriser l'abattage d'un certain nombre de loups, pas trop pour que l'espèce continue à se maintenir, mais suffisamment pour contenter les gens qui demandent ça, qui sont les éleveurs. Ce qui fait qu'en France, par exemple, on a droit de tuer plus de 100 loups par an sur une population de 600. Donc finalement, c'est un peu comme si l'espèce était chassée en termes de proportion. C'est quasiment la même proportion que pour des espèces chassables. Alors, et vous êtes évidemment un fervent défenseur du loup, je crois qu'on peut vous présenter ainsi. Pourquoi cet animal est-il toujours aussi clivant ? Représente-t-il une vraie menace, selon vous, par rapport aux éleveurs ? Parce qu'on peut aussi comprendre la position des éleveurs qui veulent défendre leurs troupeaux. Oui, en fait, personne ne dit que c'est facile, et surtout pas moi, je ne dirais jamais que c'est facile
d'élever des moutons dans des endroits où il y a des loups. C'est techniquement compliqué. Par contre, effectivement, c'est vraiment l'élevage qui cristallise les tensions autour des loups, parce que par le passé, on a dit que les loups ont été éradiqués parce qu'ils faisaient peur, parce qu'il y avait l'Église qui les diabolisait. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui sont assez annexes. Oui, ça, ce sont des raisons anciennes. Aujourd'hui, oui. On n'en est plus là. Non, mais par contre, ce qui subsiste toujours, et c'est pas du tout le cas spécifique à la France, c'est vraiment partout dans le monde, c'est que là où il y a de l'élevage, en particulier de moutons, eh bien les loups, ils adorent évidemment essayer de capturer des moutons, ce qui est souvent plus facile pour eux, et partout, c'est difficile de coexister parce que les éleveurs, ils voient des brebis se faire manger, donc c'est pour ça que en fait, la situation est toujours tendue dès qu'il y a de l'élevage, et c'est pour ça que les autorités, en France en particulier, essayent de ménager, je dirais, la chèvre et le chou, c'est-à-dire plutôt l'éleveur et les éleveurs, c'est-à-dire en fait de rester dans, parce qu'en fait une obligation européenne en fait de protéger le loup en tant qu'espèce, mais à la fois les autorités veulent contenter les éleveurs en disant vous allez pouvoir en abattre un certain nombre, et en plus l'État et l'Europe subventionnent pour les éleveurs des moyens de protection, des clôtures, le salaire des bergers. Et ces moyens de protection ont-ils une réelle efficacité? Parce qu'il y a effectivement les clôtures, il y a le recours à des chiens comme les patous ou d'autres races de chiens, les montagnes des Pyrénées, donc que sont les patous ou d'autres races de ce type. Est-ce que ça démontre une réelle efficacité, ou est-ce que le loup est quand même un animal particulièrement rusé, instinctif, qui est capable de s'adapter aux solutions que l'homme met en place pour protéger les troupeaux? Alors les loups sont, disons, malins, en tout cas intelligents, et surtout très motivés à essayer de capturer des moutons, parce que c'est plus facile pour eux d'entrer dans un troupeau de brebis que d'aller courir après un chamois. Donc ils sont très très pugnaces, mais est-ce que les mesures sont efficaces? Oui et non, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas du tout d'attaque sur leurs troupeaux, parce qu'ils mettent en place certaines mesures qui sont, techniquement motivées, c'est-à-dire que ces éleveurs-là, ces bergers-là, en fait, ce sont eux qui sont sur le terrain, souvent salariés par les éleveurs qui, eux, sont les propriétaires des troupeaux. Les bergers, il y en a qui ont vraiment acquis une certaine compétences techniques pour faire en sorte que le patou joue bien son rôle, que la clôture soit bien mise, que les brebis soient pas ou quasiment pas attaquées. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de limites. Et en fait, le résultat est le suivant, c'est qu'il y a quand même des milliers de brebis qui sont tuées par des loups en France. Et pourquoi? Parce que soit les mesures de protection sont pas assez bien mises en place, soit parfois il y en a carrément pas du tout, et aussi il faut dire que les mesures qui sont subventionnées par l'État parfois sont un petit peu en décalage avec les besoins. Par exemple, les fameuses clôtures qu'on appelle les clôtures mobiles, les filets à moutons. Les parcs à loups, les parcs à moutons, pardon. Les parcs à moutons, voilà, orange fluo, vert fluo qu'on voit quand on randonne l'été en montagne. Et bien ça, ce sont des filets qui ont été conçus techniquement pour empêcher les moutons de partir. Ça sert à regrouper les moutons à la base. Mais ça n'empêche pas le loup de rentrer. Là, ça n'empêche pas complètement. Donc c'est pour ça que si l'éleveur il met juste ça en place en disant c'est l'État qui m'a dit de faire ça, donc je le fais, il suffit que à un endroit la clôture soit pas très bien mise, etc., pour que le loup puisse passer. Donc c'est pour ça que tout ça fonctionne quand c'est mis avec beaucoup de technicité par des bergers très motivés, ce qui existe. Alors évidemment, l'idée n'est pas d'être donneur de leçons dans cette émission, et on peut, je le disais, comprendre le point de vue des éleveurs qui sont confrontés à la présence du loup. Mais vous, qui êtes un homme de terrain et un homme assez pragmatique, y a-t-il des solutions pour faire en sorte que cette cohabitation puisse exister sans déchaîner autant de passion? Alors je crains que la passion soit toujours déchaînée des deux côtés, d'ailleurs tant par les amoureux des loups que du côté des éleveurs. Il me semble que ceux qui arrivent à coexister au mieux, ce sont les bergers qui ont à cœur de montrer qu'ils maîtrisent la situation, et de montrer qu'ils vont pas se laisser faire et qu'ils vont réussir à cohabiter, et qui prennent en compte les loups comme un élément, je dirais, normal ou naturel dans leur environnement. Je m'explique, alors vous avez eu raison de dire qu'il faut surtout pas donner des leçons. Moi, je suis pas éleveur, je suis pas éleveur de chiens de protection, je suis pas chien de protection non plus d'ailleurs. Et donc jamais je n'expliquerai à un berger comment protéger son troupeau. C'est pas ma compétence, mais cette compétence, elle s'acquiert. Et il y a des bergers qui l'acquièrent et qui se disent, moi, en montagne, je vais faire attention à ce que le troupeau, il déroge pas. Je vais faire attention à ce que le troupeau, il arrive à passer l'été dans un environnement qui est déjà difficile. Le loup fait partie de cet environnement, donc je vais essayer de m'adapter au loup. Et on voit quand même des bergers qui se dotent de chiens de protection qui sont bien éduqués, parce qu'il suffit pas de prendre un chien et de le mettre au milieu du troupeau, ça va pas forcément marcher si c'est pas le bon chien. Donc en fait, on voit quand même des bergers qui y arrivent.
Mais l'ennui, selon moi, c'est qu'il y a quand même, c'est vrai, une détestation qui est assez profonde de la part d'une partie du monde de l'élevage, une détestation des loups, et puis ces éleveurs-là sont très relayés sur le plan politique et syndical, et on entend souvent hurler aux loups par une partie des éleveurs, tandis que ceux qui coexistent mieux se font pas trop entendre. Parce On qu'en en plus, il y a avait une reçu omerta un pourtant le dans milieu. Vos Animaux, Julien, qui nous Oui, racontait son quotidien justement pour essayer de préserver ses animaux et qui nous expliquait que peut-être que le problème c'est qu'en France on a perdu justement ce sens de la cohabitation avec cet animal sauvage qui a vécu dans nos contrées pendant de nombreuses années puis qui a disparu. Merci en tout cas Pierre Rigaud et je conseille la lecture de votre ouvrage fort documenté et intéressant, Loup, un mythe vivant, c'est aux éditions Delachaux et Nestlé. Merci beaucoup Pierre, très bonne journée avec à vous. plaisir. Merci Natacha.